Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Dès le début de sa carrière, Jewel Carmen accumule les histoires étranges. Au cours des années 20, sa réputation et sa carrière chutent drastiquement. En 1935, la mort de Thelma Todd met un terme à cette chute. Et si Jewel Carmen est impliquée dans cette mystérieuse mort toujours inexpliquée? Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Épisode très étrange aujourd'hui puisqu'on parle de Jewel Carmen. Petite star du cinéma muet, mais surtout femme très mystérieuse. Durant toute sa carrière, elle a été impliquée dans des histoires très, très étranges. Des scandales où la réalité est très difficile à trouver. Des histoires peut-être inventées de toutes pièces qui mènent à la chute de sa carrière pendant les années 20. Le coup fatal sera donné en 1935 lorsque l'actrice Thelma Todd est retrouvée morte dans le garage de Jewel Carmen. Plusieurs hypothèses, plusieurs versions sont soulevées pour expliquer cette mort. Parmi ces versions, on en retrouve 2 voire 3 où Jewel Carmen serait impliquée. Bref, aujourd'hui, je vous parle de cette femme très étrange qu'était Jewel Carmen. Même sa naissance peut être mystérieuse. Jewel Carmen est née quelque part entre 1890 et 1897. C'est quand même un bon laps de temps, on parle de 7 ans quand même. Dans certains articles de journaux où elle donne des entrevues, elle dit être née en 1896-1894. Chez les policiers qu'elle ira voir à quelques reprises au cours de sa vie, on écrit dans les dossiers 1891, 1893, 1897. Rien de très clair et surtout d'officiel puisque son acte de naissance reste introuvable. Mais à Hollywood, elle est née le 17 juillet 1897. Son enfance est assez mouvementée. Alors qu'elle est encore une jeune enfant, ses parents divorcent. Le père de Jewel disparaît après dans la brume, on ne sait pas ce qu'il devient. C'est donc logiquement la mère de famille qui prend la fillette sous son aile. Ensemble, elles vont déménager à de nombreuses reprises jusqu'à ce qu'elles arrivent à Los Angeles. C'est là que la mère de Jewel décide de se poser. Au grand bonheur de sa fille qui découvre le monde du théâtre, mais surtout les cinémas. On est au début des années 1900 environ, le grand écran commence à peine et Jewel est attirée naturellement vers cet art encore un peu mystérieux. En grandissant, Jewel le sait, elle est destinée à être une star de cinéma. Elle va faire carrière au grand écran. C'est aux alentours de 1912 que Jewel Carmen arrive à la Keystone. Jusqu'en 1918, l'actrice va accumuler les noms de scène. On ne sait pas exactement combien de films a tourné l'actrice pendant sa carrière, justement à cause de ça. Officiellement, Jewel Carmen est apparue dans un peu moins d'une 50aine de films. Mais plusieurs croient qu'il y en aurait bien plus, puisqu'il se pourrait que l'actrice ait tourné des films sous un nom différent qu'elle a utilisé une seule et unique fois. Pour simplifier les choses, je vais l'appeler que Jewel Carmen pour l'épisode. On revient en 1912 quand Jewel rencontre Mack Sennett, le propriétaire de la Keystone. À son arrivée dans le studio, la jeune femme va tourner dans quelques films de tout genre. Elle apparaît dans de courtes comédies, des drames, etc. Très rapidement, elle gagne en notoriété et le public s'attache à cette nouvelle actrice qui ressemble beaucoup à Mabel Normand, la star du comique. Une comparaison que Mabel n'apprécie pas du tout. Il y a une seule et unique Mabel Normand et c'est elle. Malheureusement pour la star, Mack Sennett va produire That Ragtime Band, un film où Jewel sera à ses côtés. Le scénario est directement inspiré de la ressemblance entre les deux actrices.
Une savoureuse comédie où il y a de la confusion entre les deux femmes et leur entourage. Pendant le tournage du film, tout se passe très mal. Mabel est très froide envers la recrue de Sennett. Elle soupçonne Joel d'être une prostituée et fait part de ses soupçons au producteur. Il est vrai qu'à l'occasion, Sennett est allée chercher ses figurantes et actrices de second rôle dans des bordels. C'est un fait vérifié, même confirmé par le producteur lui-même, mais rien ne prouve que ce fut le cas pour Carmen. Joel n'aime pas entendre ces ragots de coulisses engendrés par Mabel. Elle lui laisse savoir et les deux vont fermement se disputer. L'ambiance du plateau se refroidit de plus en plus et on se dépêche à terminer le film. À sa sortie, That Ragtime Band va connaître un beau succès. D'autant plus qu'il a eu beaucoup de publicité. Une publicité qui tournait autour de la relation loin d'être amicale des deux actrices et les accusations de prostitution de Joel Carmen. Premier petit scandale ici. Le reste de l'année 1912 est assez tranquille pour l'actrice. Elle tourne quelques courts-métrages, toujours en changeant de nom. Dans certains articles, Sennett affirme que Joel est la doublure de Mabel Normand pour certaines cascades plus dangereuses. Du côté de Mabel, elle a toujours affirmé faire elle-même ses cascades, alors qu'y croire? C'est en avril 1913 que Joel Carmen fait parler d'elle et pas de n'importe quelle façon. Le 30 avril 1913, Joel arrive au commissariat de police en panique. Après avoir dit des paroles incohérentes et confuses, les policiers réussissent à l'asseoir et à la calmer. Après quelques verres d'eau, elle leur raconte ce qui vient de lui arriver. Elle explique que deux hommes l'ont kidnappée, séquestrée, puis forcée à se prostituer. Joel affirme aussi avoir que 15 ans. Après vérification, les policiers découvrent qu'en vérité, Joel n'a pas 15 ans, mais bien 23 ans. Elle serait donc née en 1890 si on prend cette histoire. Mais les policiers, au fur et à mesure que la femme, peut-être adolescente, raconte son histoire, se disent qu'elle est peut-être victime de trafic humain. Quelques jours plus tôt, les policiers de Los Angeles avaient démantelé un important réseau de trafic humain. Malheureusement, quelques hommes impliqués avaient réussi à s'enfuir avec des jeunes femmes. Les agents pensent que peut-être Joel est l'une d'entre elles. En lui posant des questions, ils comprennent que Joel ne connaît rien de cette affaire et ne peut pas dire de détails sur ce réseau. L'hypothèse tombe à l'eau. Incapable de décrire les deux hommes de son histoire et s'obstinant sur son âge, puisqu'elle affirme toujours avoir 15 ans, Joel quitte le commissariat en abandonnant sa plainte. Quand même bizarre. Le lendemain, la rocambolesque histoire de Joel Carmen apparaît dans les journaux. L'actrice affirme aux médias avoir vécu l'horreur et d'avoir eu de la misère à trouver le courage de se rendre aux policiers. Elle critique leur travail, leur reprochant de ne pas l'avoir cru et d'avoir refusé de prendre sa plainte. L'histoire fait grand bruit. Certains journalistes plus curieux se rendent au commissariat de police pour avoir des informations supplémentaires. Là, ils apprennent qu'en réalité, la jeune recrue de 15 ans de la Keystone en a 23. Les policiers expliquent aussi qu'il y avait des incohérences dans le récit de la jeune femme et qu'elle a été incapable de décrire ses assaillants. Ils ajoutent qu'elle est partie en refusant de porter une plainte officielle, une version complètement à l'opposé de ce que raconte l'actrice. Sans le vouloir, Joel a attiré l'attention non seulement sur elle, mais aussi sur la Keystone et Max Sennett. Elle leur fait une publicité très négative, d'autant plus que le commissariat de police annonce avoir des doutes sur Sennett. Ils accusent l'homme d'être un trafiquant d'humains. Grosse accusation. Pour fuir cette mauvaise publicité, Sennett et plusieurs autres acteurs du studio partent pour le Mexique. Un peu cliché ici. Après une enquête, les policiers font publier des excuses publiques envers Max Sennett. Les autorités affirment que le producteur n'a rien à voir avec le trafic humain et n'a rien fait d'illégal. Pour Joel Carmen, avec toute cette histoire très étrange, on se demande si c'est un coup publicitaire, un mensonge ou une vérité. Jusqu'en 1916, l'actrice va accumuler les petits rôles, mais aussi les petites histoires. On retrouve ces différents noms de scène associés à des arrestations, principalement pour avoir troublé le calme en société. Puis, en 1916, elle prend officiellement le nom de Joel Carmen. Avec ce nom, elle apparaît pour la première fois dans de très grandes productions. Elle apparaît aux côtés de la très célèbre Lillian Gish dans Daphné et le pirate.
Mais après avoir joué aux côtés de la reine des drames qu'était Lillian Gish, Joelle est engagée plus comme une décoration dans de petits tournages. Elle est très jolie et on la met en fond. On ne lui donne pas de rôle important et de beaux plans. En 1917, elle va quitter la Keystone. La même année, elle croit trouver le bonheur auprès de la Fox. Dans son contrat, elle fait inscrire qu'elle est née en 1900. Elle a donc 17 ans supposément. Elle signe, mais rapidement elle trouve le contrat très ennuyeux et pas très avantageux. Sans le dire à la Fox, elle se rend auprès de la Kinney Corporation, un studio mineur, et signe également un contrat avec eux. Joelle refuse de tourner avec la Fox et leur avoue avoir signé avec un autre studio. La Fox la poursuit pour plusieurs milliers de dollars. L'affaire est très médiatisée. Joelle affirme s'être fait avoir par le studio reconnu qu'elle se faisait exploiter. L'actrice affirme être devenue presque une esclave pour la Fox. Elle explique que le studio l'avait déjà engagée pour des dizaines de productions et qu'elle avait un horaire surchargé. De son côté, le studio, lui, explique que Joelle Carmen n'a pas encore tourné une seule scène. Elle a à peine mis le pied sur les plateaux. Un procès a lieu et des journalistes écoutent attentivement cette affaire, qui met en vedette cette mystérieuse actrice dont personne ne sait vraiment l'âge. Joelle se défend en premier. Elle affirme avoir été trompée par la Fox et elle demande remboursement. Elle demande pas moins de 43 500 $ au studio. Le studio de la Fox n'engageait pas de mineurs sans tuteur et Joelle dit avoir 17 ans et est sans tuteur. La Fox l'a trompée, l'a engagée pareil. La Fox, elle, se défend très mal et le juge estime que le studio a trompé la jeune actrice. Le verdict est rendu, l'argent doit être versé à Joelle Carmen. Mais à la dernière minute, la Fox emmène devant le juge des articles de journaux de 1913. Dans ces articles, une actrice affirme avoir été enlevée, séquestrée et forcée à se prostituer par 2 hommes. Cette jeune femme affirme avoir 15 ans et c'est Joelle Carmen sous son premier nom de scène. Coup de théâtre, les policiers ont affirmé que cette jeune femme avait 23 ans et non 15, comme elle le disait. Il est donc impossible que Joelle ait 17 ans en 1917, si, en 1913, elle en avait 23. C'est donc elle qui a trompé la compagnie de cinéma. Joelle Carmen nie qu'elle est cette jeune femme au cœur de cette histoire de 1913. Elle explique qu'il est vrai qu'en 1913, elle s'est retrouvée au cœur d'un scandale qui ressemblait à tout ça, mais cette jeune femme de 23 ans, peut-être 15, n'est pas elle. À la fin de la journée, épuisé par toute cette affaire, le juge met fin à la séance. Le lendemain, les journaux écrivent sur ce procès. Joelle est plus que jamais critiquée. On lui reproche de cacher la vérité, d'inventer des histoires pour faire mousser sa publicité. L'actrice refuse de se rendre au palais de justice et le conflit avec la Fox sera réglé à l'amiable en privé. L'année suivante, en 18, elle se marie à Roland West, un réalisateur. Jusqu'en 1926, Joelle Carmen se tient plutôt tranquille. Elle tourne de façon occasionnelle sans connaître de vrai succès. The Bat, tourné et sorti en 1926, sera son dernier film. C'est à partir d'ici que la vie de Joelle Carmen vient se troubler davantage, quand on retrouve dans son garage le corps sans vie de Thelma Todd. En 1926, Joelle Carmen tourne son dernier film. Elle n'apparaîtra plus jamais au cinéma par la suite, mais le nom de l'actrice va rester sur les lèvres quand même.
Tout d'abord parce qu'elle reste une invitée de renom, la scandaleuse Joelle Carmen. Inviter la femme et son célèbre mari et célèbre réalisateur, Roland West, à l'une de vos soirées est une marque de grande classe. Dans le milieu, plusieurs racontent en coulisses que l'ancienne actrice se moque des nouvelles venues. Elle n'approuve pas du tout cette immigration de stars européennes comme Greta Garbo venue faire carrière aux États-Unis. Elle se moque d'elle en les imitant de façon très vulgaire. On peut peut-être penser qu'elle était jalouse et qu'elle croyait que ces stars étrangères avaient pris sa place. Peut-être. Joelle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense directement aux nouvelles recrues des studios. D'ailleurs, elle rôde toujours dans les studios de cinéma, peut-être à la recherche de petits contrats. Les studios, eux, sont pas très attirés vers l'actrice. Elle a été dans trop de scandales. Elle est associée à des histoires d'alcool, de troubles de la voie publique, mais surtout, elle serait proche du crime organisé. Dans les années 20, à Los Angeles, avec la montée du cinéma et tout l'argent que ça engendre, le crime organisé se développe énormément. Hollywood et ses alentours deviennent moins charmants. On peut croiser à chaque coin de rue un gang en train de faire passer un très mauvais quart d'heure à quelqu'un. On peut aussi croiser des corps inertes à chaque coin de rue, après avoir rencontré une star du muet déchu complètement oubliée par tous. Beaucoup moins romanesque qu'on peut se l'imaginer. À la fin des années 20, arrivent aussi à LA plusieurs criminels notoires comme Lucky Luciano. À son arrivée à Los Angeles, Luciano est déjà un criminel reconnu. Il est beau, charismatique, mais surtout, il trempe dans des affaires de meurtre, d'enlèvement, de séquestration, menaces de mort et tout un tas d'autres crimes. Les policiers ne peuvent pas nécessairement l'arrêter puisqu'il est un expert pour effacer les preuves. Les autorités et la cour de Los Angeles sont aussi très corrompus et le gangster a beaucoup d'argent, donc... Lucky Luciano est fasciné par le mode de vie hollywoodien, la fête, le glamour, le luxe et ses stars. On ne sait pas exactement comment, mais lui et Joelle Carmen se rencontrent au début des années 30. Rapidement, les deux seraient devenus très intimes. Carmen et Luciano sont très souvent vus ensemble et certains croient que l'ancienne vedette trempe dans certaines menaces du criminel. Joelle devient un peu une intouchable. Luciano menace de mort tous ceux qui se moquent d'elle ou qui l'embêtent. C'est que des rumeurs, mais on raconte à Hollywood que Joelle est infidèle à son célèbre mari, Roland West. West a lui aussi des choses à se reprocher puisqu'il commet aussi des infidélités. En 1934, West est l'amant de Thelma Todd, une star de la comédie. Thelma Todd est omniprésente dans la vie de West. Elle est très souvent chez lui lorsque Joelle est absente et ensemble, ils possèdent un café très populaire à quelques pas de chez West, le Sidewalk Café. Joelle possède elle aussi des parts du café mais ne prend pas beaucoup de décisions. Elle est surtout là pour l'argent. Dans une autre version rapportée par plusieurs médias de l'époque, on écrit qu'en réalité, c'est Joelle Carmen qui gère le Sidewalk Café. Thelma Todd était seulement le visage du café pour attirer les clients. Donc, qui croire, qui était vraiment derrière, on sait pas trop. Mais Thelma est aussi très proche de Lucky Luciano. Luciano, lui, est intéressé par la popularité de Todd et de son établissement. Il aimerait beaucoup y installer dans son sous-sol un casino illégal. Todd est très peu enthousiaste face à cette idée, tout comme West. Pour ce qui est de Joelle, elle regarde sûrement tout ça de très loin sans avoir d'avis particulier. Les négociations s'enflamment et la relation intime entre Todd et Luciano se détériore rapidement tandis qu'avec West, c'est passionné. Joelle, elle, est très affectée par l'infidélité de son mari. Elle n'aime pas beaucoup Thelma qui, en plus, est très présente chez le couple. Le mariage entre West et Carmen s'éteint lentement au fil des disputes. Le 16 décembre 1935, Thelma Todd est découverte sans vie dans sa voiture garée à l'intérieur du garage de Roland West. La voiture de l'actrice se trouve à la place normalement réservée à Joelle Carmen. Les journalistes envahissent la résidence des West tout comme les autorités. L'autopsie révèle très rapidement que Thelma Todd est morte après avoir accidentellement inhalé des vapeurs d'essence. Mais sur le corps de l'actrice, on y trouve plusieurs ecchymoses. Et si l'actrice comique avait été assassinée? Plusieurs hypothèses sont écrites dans la presse. On croit que Todd a mis fin à ses jours, chose que son entourage ne croit pas une seule seconde.
Certains avancent l'hypothèse du meurtre et parmi l'une de ces versions, Joelle Carmen en est la meurtrière. Comme la voiture de Todd se retrouve à l'intérieur du garage du couple, West et Joelle sont interviewés par les policiers. West ne divulgue pas grand-chose, mais le témoignage de Joelle est assez intéressant. Joelle déclare aux policiers être en relation très conflictuelle avec Todd. Elle avait à de nombreuses reprises demandé à l'actrice de s'éloigner de son mari. Joelle affirme avoir vu l'actrice la nuit de sa mort. L'ancienne actrice du muet raconte que Thelma était dans sa voiture accompagnée d'un homme qu'elle ne reconnaît pas. Thelma semblait inquiète, nerveuse. Elle a vu Thelma entrer dans son garage, mais n'a pas vu sortir Todd ni l'homme qui l'accompagnait. Après avoir vu la voiture entrer dans le garage, elle serait partie se coucher. C'est comme ça qu'elle explique le tout. De plus, l'actrice est incapable de fournir un alibi solide. Personne n'a vu l'actrice la nuit où Todd est décédé. C'est ici que prend naissance deux théories mettant en vedette Joelle Carmen. La première, est-ce que Joelle Carmen a de ses propres mains assassiné Todd? Sur le corps de Todd, je l'ai dit plus tôt, il y avait plusieurs ecchymoses, comme si Todd avait tenté de se défendre ou était impliqué dans une bagarre. Est-ce que les deux femmes se seraient disputées au point d'en arriver à se battre, puis Carmen aurait fini par assommer l'actrice comique et l'aurait ensuite transportée dans sa voiture où elle la démarre pour que Todd respire la vapeur d'essence, faisant passer le tout pour un accident ou un suicide? Peut-être. La seconde met non seulement Carmen en vedette, mais aussi Lucky Luciano. On le sait, Luciano et Carmen se connaissaient. Luciano était l'amant de Todd et possiblement de Carmen. La relation entre Todd et Luciano s'était détériorée dans les dernières semaines de l'actrice. En même temps, Joelle accusait Todd de mener son mariage à sa perte. Est-ce que Joelle et Lucky se seraient entendus pour assassiner Todd? Est-ce que Joelle a menti aux policiers et qu'elle savait très bien qui était l'homme avec Todd? C'était en réalité Lucky et Luciano en train d'exécuter leur plan. On le saura jamais vraiment. La presse, connaissant les antécédents de Joelle Carmen, se jette sur ces hypothèses. On l'accuse presque. Jamais les policiers se pencheront réellement sur ces versions des faits et Joelle et West seront tassés de l'affaire. En 1938, Joelle et Roland West divorcent. Sur son lit de mort, West avouera avoir un lien avec la mort de Todd. Il explique que Joelle Carmen lui aurait demandé d'assassiner Thelma Todd pour sauver leur mariage. Carmen lui aurait posé un ultimatum. West aurait alors piégé Todd avant de l'assassiner. Carmen refusera de parler de l'affaire Thelma Todd et disparaît de l'œil public jusqu'à sa mort en 1984. Encore aujourd'hui, la mort de Thelma Todd reste un mystère presque aussi épais que celui de la vie entre mensonge et vérité de Joelle Carmen. Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.